J'ai aussi grandi en tant que lectrice et grandi en tant qu'auteur, donc aussi, avec plein de romans de fantasy. Donc tous ces, c'est pas des clichés, mais tous ces éléments-là qui forment la fantasy font partie de ce que je suis en tant qu'auteur aussi. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est de les décaler, ces clichés-là. C'est de faire quelque chose qui est effectivement en lien avec notre monde. De faire quelque chose où il y a de la magie, mais il y a une forme de magie officielle, et puis il y a une forme de magie officieuse, et puis il y a une autre forme de magie aussi qui est celle qu'un des dieux offre à ses disciples. Il y a plusieurs éléments comme ça, et au final, la magie, pour moi, dans ce roman, n'existe pas, c'est la magie. Et voilà, j'avais envie de ça dans ce roman-là. Lise Sivane, une autre façon d'aborder la question de la magie, pareil, un petit extrait. En guise de réponse, je lui tends la main. Elle pique nos index. Les bouts de carmin glissent le long de l'épingle en os et se mélangent. La suite s'enchaîne comme dans un rêve. Nos doigts s'enchevêtrent autour de l'artefact et nos fronts se joignent. Nos respirations s'accordent. Peu à peu, le bourdonnement de la course étouffe. Je répète chaque phrase. Un seul souffle, un seul sang, un seul destin. Où que nous emmènent nos chemins, nous devenons sœurs à jamais, à croiser vœux et chagrins, à partager peurs et craintes, à respecter silences et secrets. Nul vent ne soufflera notre lien, nulle peur ne brisera notre lien, qu'un danger te menace, et il deviendra mien, à la vie, à la mort, notre sang ne fait qu'un. Les mots résonnent dans mon esprit, j'ai prêté serment de toute mon âme. De longs frissons m'électrisent l'échine, le front de Fatou est chaud contre le mien, les pulsations de son cœur font écho aux miennes. Notre souffle est aussi court que si nous venions de courir un 100 mètres. Je n'entends plus que le silence, tandis qu'un vertige me prend. Le sol tangue sous mes pieds, si bien que je serre la main de Fatou, avant de blanchir les phalanges. Un gouffre cherche ta main valée. Vache, grince-t-elle avec difficulté. Tu n'as pas fait semblant. Toi non plus. La force d'un sortilège est proportionnelle à la conviction mise en œuvre. Est-ce que c'est une profession de foi, Lise Sivane ? Je pense, oui, en tout cas pour les personnages, c'est-à-dire que ce sont des magiciennes toutes les deux, mais de genres différents. Ellie est une subliminale, donc elle pratique la magie de l'esprit. Et Fatou, alors c'est un spoiler, elle a un autre pouvoir, je ne peux pas vous dévoiler lequel. Mais lorsque toutes les deux, en fait, elles prêtent serment, elles utilisent pour beaucoup la magie de l'esprit de... Ce qui n'est pas l'habitude. Donc lorsque toutes les deux elles prêtent serment, elles utilisent la magie de l'esprit dont Ellie est détentrice, qui va en fait manipuler leurs propres esprits et les lier à jamais, et aussi la force de Fatou qui va leur permettre en fait de créer un sortilège beaucoup plus puissant que ce qu'elles avaient jamais imaginé. Et du coup leur destin va en être bouleversé évidemment. Le petit poème, en fait, c'est une comptine au début. Un peu une comptine qui renvoie à l'enfance aussi, c'est aussi une magie. Tout à fait, ce sont deux adolescentes, donc forcément leurs mots sont différents de mots d'adultes, mais par contre le cœur qu'elles y mettent, l'amour qu'elles éprouvent l'une pour l'autre à cet âge-là, qui est un amour bien différent de celui d'adulte, puisqu'il n'a pas encore connu toutes les souffrances de l'âge adulte, et donc très très fort, et amplifie le sortilège. Du coup, plus elles mettent d'elles-mêmes dans le sortilège, plus il est puissant. La magie, c'est aussi un prix à payer parfois. La magie, c'est aussi dangereux, et on va le découvrir dans un extrait donc du roman de Robin Hobb, Le Fou et l'Assassin, cette nouvelle série en tout cas. Au bout de 4 mois, voyant que tout était calme chez nous, j'inventai un prétexte pour me rendre à Rive-Rousse. Je racontai que je souhaitais voir un étalon dont j'avais entendu parler. Je promis à Molly de revenir le plus vite possible. J'emportai des affaires chaudes pour un trajet dans le froid et choisis aux écuries une jument alezane, sans rien de remarquable, baptisée Sari, monture dégingandée à la foulée souple qui dévorait les lieux et sans aucune ambition de tenir tête à son cavalier. C'était l'idéal pour mon voyage à Bourg-de-Castelcerf. J'eusse pu emprunter les pierres dressées, mais j'eusse dû alors trouver à loger mon cheval. Or, je ne tenais pas à exciter la curiosité, et si ce qui me conduisait chez Imbre était pressant, ce n'était pas non plus une urgence. En outre, je devais reconnaître que j'avais peur de me déplacer par les pierres. Depuis que je m'en étais servi pour me rendre au chevet d'Imbre,
j'éprouvais l'envie de répéter l'expérience. Si j'avais été plus jeune et moins averti de l'art, j'eusse vu de la curiosité et un désir de connaissance. Mais j'avais déjà vécu cet appétit, c'était la soif d'art, la compulsion à employer la magie pour le plaisir de la sentir frémir en moi. On dirait un drogué addict à son héroïne, au sens de produit. In this particular world, in this story, the magic is definitely addictive. It lures, and Fitz is not the first farcier to start making almost any excuse to say, well, I have to use that. Because it has a very, it's like a siren. It's more than a sense of power, it's a sense of joining to the unknown. So he will lie to himself, and even as he sees other characters falling victim, other characters saying, well, I had to use the skill, but I've got it under control. I'm not using too much. I think the reader recognizes that Fitz is in some ways deceiving himself, just as these other characters are also deceiving themselves. He's walking a fine line. It's the price to pay for using the magic. Oui, effectivement, à ce moment de l'histoire en particulier, la magie provoque une accoutumance très forte. Et d'ailleurs, Fitz n'est pas le premier loin-voyant à utiliser n'importe quelle excuse quasiment pour se servir de l'art et pour se dire, bon, ben, je m'en sers, mais c'est parce que j'ai pas le choix, je suis obligé. C'est plus qu'une sensation de pouvoir qu'il ressent, c'est ce qui suscite une telle accoutumance, c'est cette impression de s'unir à l'inconnu. Et par conséquent, il va se mentir à lui-même pour s'en servir, même s'il a déjà vu d'autres personnages qui ont été victimes de cette même accoutumance, qui disent et qui prétendent « j'ai pas eu le choix, il a fallu que je m'en serve », ou mais il ne faut pas s'inquiéter, j'ai tout sous contrôle », ou mais non, je m'en sers pas du tout, trop, il n'y a pas de problème. Et je pense que les lecteurs reconnaissent que Fitz se ment à lui-même et se fait des illusions, et que malheureusement, il utilise exactement les mêmes raisons que les autres. Et il est véritablement à une frontière très, très fine entre l'usage raisonné et l'usage pas raisonné. Et effectivement, c'est le prix qu'il doit payer pour pratiquer cette magie. Est-ce que justement, dans vos romans, en tout cas dans cela, la magie n'est pas aussi une métaphore plus large qui est celle du pouvoir? On est addict au pouvoir, parfois, et autour de nous on le constate, quand on rencontre certains êtres humains. It can be seen that way. I don't deliberately work with metaphor in the books, but it is bound to happen simply because of the way we tell stories and use language. It's in this case, yes, the skill definitely gives you a power that most people do not have. But in this case, the lure is not to have power over other people so much as to surrender and immerse yourself in the magic, and give up your duties in this world and simply say, I'm going with the magic. Effectivement, on peut le voir comme ça. Je dois admettre que je ne travaille pas délibérément avec des métaphores, mais que c'est forcé d'arriver et d'émerger, tout simplement à cause de la façon dont on raconte des histoires et dont on utilise le langage pour ça. Dans ce cas, oui, mais cette magie donne du pouvoir que la plupart des gens n'ont pas, mais ce n'est pas tellement une question d'exercer du pouvoir sur les autres, que l'envie de s'abandonner et de s'immerger totalement dans cette magie, et en particulier donc d'abandonner les devoirs que l'on peut avoir dans le monde, et simplement de s'unir à cette magie. On le voit chez vous,
Stéphane Plateau, la magie, bien sûr, on est dans un monde, vous le disiez, pré-industriel, pré-moderne, près des lumières, comme on dit chez nous. Et donc, on est dans des logiques de pensée magique, nécessairement, qui imprègnent ces civilisations. Donc, quand on fait de la fantaisie classique, même si la vôtre ne l'est pas toujours, on s'appuie sur ce substrat et cette tradition. Mais votre magie est différente. Par exemple, le Sadorbi, donc très clairement, elle est bien sûr pratiquée par les gens de cette société, mais elle imprègne, vous l'avez déjà dit, on l'avait vu dans le passage précédent aussi, les choses, et pas seulement les êtres. Alors on va lire un extrait un peu plus long cette fois-ci pour s'immerger. Écoute, car je sais bien ce qui te brûle. C'est ta propre force qui se retourne contre toi quand le soleil la stimule. Il y a en toi une ancienne ardeur qui dépasse de loin le lot du commun des mortels. Un vrai trésor, mais ton corps est trop jeune et trop fragile pour la contenir. Il posa sa vieille main sur le front du garçon. Elle était plus froide et plus râpeuse que la pierre de la caverne, mais Manèche se laissa faire sans mot dire. Dans tout ton être, je peux l'entendre qui ruisselle, elle gronde dans ta poitrine, elle rugit dans ton crâne. C'est le chant d'une âme trop puissante. Comme elle voudrait fuser au dehors, comme elle voudrait s'accomplir, mais ce n'est pas possible. Tu n'es encore qu'un enfant. Alors elle déborde de partout, elle consume ce qu'elle peut, elle s'infiltre sous ta peau et la braise comme une ronce, elle jaillit de tes orbites à la recherche d'une issue, mais alors elle vient se perdre dans l'eau de tes yeux et te cause bien du tourment. Ce n'est pas ton ennemi pourtant, et ce n'est pas non plus un monstre. Le temps viendra, tu seras en paix avec elle. Le saint homme Prani s'interrompit pour se gratter avec véhémence, sans doute parce que la compagnie des plus petites choses vivantes se faisait plus vivement ressentir. Que dois-je faire alors insista Manet. Et le Sadour lui répondit, continue à courir sous les étoiles comme tu le fais déjà, car tu appartiens pour l'instant à la nuit. Cours jusqu'à t'épuiser. Alors tu l'épuiseras aussi pour un temps, et tu connaîtras la tranquillité. Puis il ne dit plus rien, et se prit à regarder le soleil qui débordait lentement la ligne d'horizon. Manèche dit que les Sadours étaient des gens déconcertants, mais l'aube était belle, alors il cessa de penser pour s'abîmer avec Prani dans sa contemplation. C'était un spectacle fascinant, cette marée d'or qui s'écoulait vers le haut. Il ne pouvait s'empêcher de la craindre, et pourtant tout son être vibrait à l'unisson. Pendant qu'un instant fugace, il se prit à l'envier la scène, assis à ses côtés, comme lui il aurait voulu faire le vœu de ne plus jamais quitter cette caverne, demeurer pour toujours assis à l'abri dans l'ombre et la fraîcheur, renoncer à toute chose pour ne plus s'exposer au feu du jour, quelle vie rassurante. Et pourtant, contempler chaque matin la grandeur enivrante de sa renaissance, assis sur le seuil. Depuis la grotte, on entendait toujours couler le fleuve. L'ermite ne l'avait pas vu de ses propres yeux depuis plus de 13 ans. Mais il savait par cœur, comme on l'imaginait, rien qu'à écouter son murmure à travers le feuillage. L'anguille qui coulait dans ses pensées était plus sain, plus magnifique que le cours qui sinuait là-bas, derrière les arbres à 120 pas peut-être. Cet armure-là ne se mêlait jamais debout. Il charriait de l'or, de l'ambre, de l'argent et des gosses de fées. Parfois même, à l'insu des vivants, les urnes funéraires de rois et de sorciers d'antan glissaient à sa surface, mystérieuse procession qui s'écoule sous le secret des étoiles vers la mer. D'autres nuits, il démembrait le reflet de la lune pour l'emporter au loin, sur le dos de gros poissons argentés, et diffuser son essence mystique à travers le monde. Qui s'y baignait alors, s'ouvrait les sens, et se grisait de subites visions. Lointaine montagne du Septentrion, où le cours prend sa source, géant d'antan et puissances invisibles qui rêvent endormis sous le manteau de la terre. Il guérissait, il purifiait, il écoutait et racontait. Il était l'une des eaux les plus sacrées de l'héritage. Alors, c'est un ton, c'est une façon d'aborder la magie. Est-ce que pour vous, c'est une sorte d'animisme par rapport à une vision autrement religieuse? Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, les choses sont peuplées d'esprit, on est dans une vision qui est bien animiste, même si en général l'animisme est le fait de civilisation sans écriture. Ici on est dans une civilisation de l'écriture, mais qui a développé l'animisme jusqu'à un degré de raffinement et de complexité très élevé. Il y a deux choses dans cette scène, parce que sur la fin on parle du fleuve Angmuir, qui est un fleuve sacré, et des esprits et des forces qui les charrient, de la mémoire des choses qui transportent. Mais dans la scène elle-même, ce qui est essentiel, c'est qu'on parle ici de Manèche, qui est un garçon qui a un problème, qui est le soleil. Quand il s'expose trop longtemps au soleil, il commence à devenir aveugle, à avoir des rougeurs sur toute la peau, bref, il a ce qu'on appelle le mal solaire.
Et s'il a le mal solaire, c'est parce qu'il est paradoxalement lui-même le fils demi-humain d'un géant solaire, qui a en lui une force, une ardeur solaire,